J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Silence pour la France! Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, vous êtes sur Radio J, vous écoutez Ça reste entre nous, la première édition de la nouvelle émission politique de la station. La politique, comme vous l'entendrez nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix et les stratégies de nos hommes et de nos femmes politiques, le tout sans langue de bois, tous les mercredis, 21h sur Radio J. Alors cette semaine, on va bien évidemment parler de ce que les clichés appellent la mère de toutes les batailles, la réforme des retraites, bien sûr, qui sera présentée mardi. Pourquoi Elisabeth Borne a-t-elle reculé en évoquant une retraite non plus à 65 mais à 64 ans ? On vous dit tout sur les raisons de ce changement de pied et puis on parlera évidemment des autres dossiers chauds, ils sont nombreux, qui attendent l'exécutif en ce début d'année. Inflation, hôpitaux, salaires, l'hiver s'annonce brûlant pour le gouvernement. Enfin, on reviendra bien sûr sur les vœux du président Emmanuel Macron et sur la polémique incroyable que ce dernier a lancée en expliquant que le réchauffement climatique était imprévisible. Que s'est-il passé ? La suite avec nos décrypteurs. Pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique français, les Top Guns de l'analyse. Et tout d'abord, Arlette Chabot, qu'on ne présente plus, mais qu'on va tout de même présenter. Vous êtes éditorialiste sur LCI. Bonjour Arlette. Bonjour. Antonin André, chroniqueur et éditorialiste politique, routier de la vie politique française sous toutes ses coutures. Bonjour Antonin. Bonjour David et bonne année. Merci à vous aussi. Et François-Xavier Bourneau, grand reporter au service politique du Figaro, particulièrement bien informé sur tout ce qui touche à Emmanuel Macron et au gouvernement. Tous trois réunis pour nous livrer leurs infos, leurs confidences, leurs explications. Alors, vous pouvez y aller sans phare et sans complexe, bien entendu. Tout ceci reste entre nous. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Le premier de nos sujets, c'est bien sûr la réforme des retraites. L'hiver sera chaud, on le disait, et peut-être que pour faire baisser la température, Elisabeth Borne, qui va présenter, je le rappelle, le projet final mardi prochain, Elisabeth Borne fait des petites concessions. On écoute la Première ministre, c'était hier, sur France Info. On a porté une réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 65 ans, mais c'est pas un totem. Il y avait un doute pendant la campagne. 65 ans, c'est pas un totem. Ça n'est pas un totem, je le redis. Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre aussi d'atteindre ce qui est notre objectif, l'équilibre de notre système de retraite à l'horizon 2030. Donc sur tous ces sujets, on continue à discuter avec les organisations patronales et syndicales et avec les différentes formations politiques qui sont représentées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je me tourne vers vous, Arlette Chabot. Les 65 ans, c'était pourtant, si je ne m'abuse, le chiffre sur lequel le candidat président Macron avait basé sa campagne de 2022, non ? Alors moi j'avais entendu les deux, parce que j'ai déjà entendu, il n'y a pas de totem. Il y a un premier tour, un second tour, il y a l'après. Donc en fait, ce que je constate depuis le début, si on regarde toute la séquence, c'est une série de faux départs de cette réforme. Déjà, il y a élection, première version d'Emmanuel Macron, paf. Premier quinquennat, vous voulez dire ? Premier quinquennat. Il y a une réforme qui s'est arrêtée en route et que le président a abandonnée alors qu'elle était très innovante. Tout ça parce qu'il a quand même finalement bien intégré l'idée que les Français comprenaient rien à cette réforme. Et puis on était déjà sur un 64 ans, on se souvient de l'âge pivot. Donc, mais c'était la fameuse réforme paramétrique qui à l'époque était censée assurer la pérennité du système. C'était la nouveauté, c'était la différence entre Emmanuel Macron et les autres candidats. Absolument. Qui, comme d'habitude, disaient on va retarder l'âge de départ à la retraite. Donc celle-là, elle est enterrée. Donc premier faux départ lors du premier quinquennat. Et puis alors là, c'est pareil, on recommence. Il est réélu, 65, 64 ans. Moi, j'ai pas très bien compris non plus. Et puis on nous dit 7 en septembre, puis en septembre, on nous dit 7 en décembre, puis en décembre, on nous dit c'est janvier. Et donc tout ça, ce sont effectivement des choix, ce sont des replis tactiques intelligents pour permettre aux Français de comprendre la réforme. C'est la version officielle. J'ai bien compris ce que disait François Bayrou. Il faut retarder encore, il faut que les Français comprennent. Donc repli intelligent, stratégique, tactique. Arlette Chabot, vous êtes en train de nous dire que on va vers des replis et des reculades même. Non, il y a un moment où, à force de reculer, il y a derrière vous, il y a le fossé, il y a l'abîme. Donc il faut quand même essayer d'avancer ou en tout cas tenir le cap. Le problème, c'est que devant, il y a le mur des syndicats et des oppositions. Voilà. Alors vous préférez le fossé ou le mur ? Donc il y a un moment où il faut quand même essayer d'avancer. Entendez André. Il y a deux éléments frappants quand même. D'abord, sur cette réforme des retraites, sur cette affaire des retraites, on parle de réforme Macron.
ce qui est quand même singulier. C'est-à-dire qu'aucun président de la République ne mettait son nom et n'incarnait la réforme des retraites comme il a voulu le faire. C'est-à-dire, on parlait de réforme Touraine, on parlait de réforme Woerth, Fillon, mais là, c'est la réforme Macron. Donc, il y a un enjeu personnel pour lui qui est très fort, parce que pour lui, c'est l'idée d'incarner une réforme et de laisser une trace. La deuxième chose sur les replis, moi, je crois qu'en fait, il y a un hiatus, il y a même du frottement entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Il y a d'eau dans le gaz. Elisabeth Borne a demandé à Emmanuel Macron du temps. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu non plus qu'on se précipite avant les vacances de Noël. Elle a demandé du temps à Emmanuel Macron parce qu'elle lui a dit, écoute, moi, je suis une femme de gauche, j'ai dirigé la RATP, les partenaires sociaux, les négociations, je sais faire. Laisse-moi du temps. Laisse-moi notamment rencontrer la CFDT et essayer de trouver des points d'accord avec eux. Et d'une certaine façon, pour aller au bout de votre question sur l'échéance à venir, je pense qu'Elisabeth Borne a pris son risque. Que ce qui s'est passé hier pour elle est assez négatif, c'est-à-dire que la CFDT lui a quand même claqué la porte au nez. Je ne sais pas trop quelle issue ça aura sur le plan social, parce que je ne suis pas sûr que les syndicats puissent mobiliser, je ne suis pas sûr que les Français ne soient pas résignés à cette idée qu'il faille travailler plus. L'autre enjeu pour elle, s'il n'y a pas de front social, ce serait éventuellement d'arriver à convaincre une partie de la droite, des LR, de voter ce texte sans passer par le 49.3. Si elle y parvient, ce sera un levier politique, y compris pour faire accepter la réforme dans l'opinion, qui sera important. Et, d'une certaine façon, elle pourra retourner voir Emmanuel Macron et lui dire « J'avais raison et tu m'as laissé la manœuvre ». Mais inversement, Elisabeth Borne a pris son risque. Si jamais ça casse, eh bien, il n'est pas sûr du tout qu'elle n'y survive. Alors, on va revenir effectivement aux LR et aux Républicains qui sont la variable d'ajustement numéro 1 dans cette réforme. Mais je me tourne vers vous, François-Xavier Bourmeau. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz, clairement, comme vient de l'expliquer Antonin André, entre Emmanuel Macron, qui est partisan de foncer sabre au clair, et Elisabeth Borne, la Première ministre, qui, on le voit, a les deux pieds sur les freins depuis le début. En réalité, j'ai l'impression que le hiatus, il vient d'une différence entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, parce que cette réforme-là, qu'elle est présentée aujourd'hui, retraite à 65 ans, c'est pas celle qu'Emmanuel Macron voulait faire. Il faut revenir au début. L'ambition en 2017, c'est une réforme universelle, de mettre en place la retraite, une réforme systémique, c'est-à-dire tout changer. Un régime universel. Voilà, fondre les 42 régimes spéciaux en un seul. Enfin bon. Et il se retrouve contraint aujourd'hui de faire ce qu'il a toujours refusé de faire, c'est une réforme systémique, d'où l'impression de ce qu'on a appelé au Figaro le moonwalk présidentiel. On a l'impression qu'il avance. Référence à Michael Jackson, bien sûr, voilà. Et à son fameux clip de Billie Jean. Et dans cette histoire-là se rajoute un autre élément, c'est qu'Emmanuel Macron se trouve pris dans un conflit de légitimité. C'est-à-dire qu'il a une injonction paradoxale des Français qui lui ont dit à l'élection présidentielle, en votant pour son programme, fais la retraite à 65 ans. Enfin, et qui l'ont dit tous n'ont pas voté pour son programme. Il a lui-même dit le soir de son élection qu'il avait bien compris qu'une grande partie des Français n'adhéraient pas à son programme. C'est ce que lui invoque quand il dit voilà, j'ai été élu sur mon programme, donc c'est la retraite à 65 ans. C'est ce qu'il redit dans la réunion qu'il fait à l'Élysée pour quelle est la stratégie. Sauf que derrière, il y a les législatives, et là, il recule et il vient sur 64. C'est là où il commence à ouvrir la porte. Cette réforme des retraites, on voit bien qu'il ne sait pas par quel bout la prendre. C'est pas celle qu'il voulait faire, et d'où sans doute les tensions qu'on sent poindre avec Elisabeth Borne, qui elle est totalement engagée dans la retraite paramétrique. Mais allez jusqu'au bout. Est-ce que entre Borne et Macron, est-ce que il y a de l'huile, est-ce qu'il y a de la friture sur la ligne, et est-ce qu'il y a les germes d'une possible séparation, d'un possible divorce politique? Alors c'est comme avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe, c'est-à-dire que quand on les écoute, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les deux, mais on sait bien que dans l'intimité des relations, des rendez-vous qu'ils ont des tête-à-tête qu'ils ont toutes les semaines à l'Élysée, c'est là où ça discute. Il n'y a pas grand-chose qui sort, si ce n'est récemment des tensions. L'idée de tension était alimentée par Elisabeth Borne elle-même. Mais pour ce que j'en ai compris, apparemment, elle cherchait plutôt à régler ses comptes avec Olivier Dussopt, qui est ministre du Travail, comme elle l'avait été elle aussi avant, pour qu'il prenne pas trop de place, alors qu'il a l'air de s'installer un peu dans le paysage. Mais effectivement, il y a des frictions au sein du gouvernement, sans doute entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, mais qui sont aussi liées à la situation du président, peut-être qu'on en reparlera, mais qui ne peut pas se représenter, et donc les ambitions sont ouvertes. Bien sûr, la succession est d'ores et déjà ouverte. Ouais, beaucoup se joue aussi sur la réforme des retraites, avec cette histoire de succession. Arlette Chabot, sur le passage de 65 à 64 ans, ça a été dit tout à l'heure par Antonin André, la CFDT, ça ne lui fait ni chaud ni froid, elle reste toujours dans une opposition. Je rappelle que c'est la première fois que la CFDT et les syndicats réformistes rejoignent les syndicats les plus durs, FO, CGT, depuis 2011 et depuis la fameuse réforme Fillon, donc c'est quand même une sérieuse alerte. En revanche, il y a une formation politique que ce recul pourrait appâter et qui est décisif, on l'a dit aussi, ce sont les Républicains. Est-ce que ça peut marcher
ce recul d'une part de 65 à 64 ans, et puis globalement la main tendue aux Républicains qui, je le rappelle, sont le groupe d'appoint susceptible de procurer une majorité au gouvernement sur ce texte à l'Assemblée nationale. Alors c'est vrai qu'Elisabeth Borne, elle espérait peut-être faire encore bouger la CFDT et Laurent Berger. Je me demande d'ailleurs comment elle a pu avoir cette illusion si tentée. Elle l'a eu parce qu'il fallait juste écouter depuis le début que de toute façon il ne bougerait pas parce que c'est ça son opposition à la réforme précédente sous Sarkozy, c'est parce que déjà on reportait l'âge de départ à la retraite. Donc c'était une vraie ligne rouge. Et lui, quand il y a une ligne rouge, il ne bouge pas, Laurent Berger. Quand il s'engage en disant on va lutter avec les autres et organiser une mobilisation, c'est pas rien, quoi. Donc c'est vrai que la bouée de sauvetage, la seule, ce sont les Républicains. Bouée de sauvetage parce qu'effectivement, il faut espérer qu'ils voteront cette réforme parce que en même temps, ils ont un petit problème. Il faudrait quand même qu'ils soient un peu cohérents avec eux-mêmes, puisque d'abord c'était 65 ans dans la campagne de Valérie Pécresse, donc elle a 64 ans, et 64 ans, ça rejoint évidemment le vote des sénateurs républicains qui, chaque année, gentiment, votent le report de l'âge de la retraite à 64 ans. Alors la cohérence n'est pas forcément une vertu cardinale en politique. Non, mais il y a un moment où l'incohérence permanente n'est pas non plus très productive et très efficace pour un parti politique qui se dit que dans les mois qui viennent, c'est vivre ou mourir. Donc, dans cette période, franchement, là, ils vont avoir un problème. Alors, on sait qu'il y a des demandes à côté. Donc, en fait, on n'est pas juste sur le report de l'âge de départ. Bien sûr que, encore une fois, Elisabeth Borne espère désamorcer un peu les conflits avec la CFDT en faisant beaucoup sur la pénibilité. C'est peut-être rétablir des critères qui avaient été annulés il y a 6 ans. L'emploi des seniors, c'est essentiel aussi. C'est aussi ce que demandent évidemment les LR. Et puis, le niveau des petites retraites, 85% du SMIC. Et ça s'applique à qui tout de suite maintenant? Bah non, manque de chance, ça s'applique aux futurs retraités. Et là, il y a aussi des Français qui n'avaient pas compris très bien les choses. Donc, au fond, les LR, pour se résumer, c'est la seule bouée de sauvetage. Sinon, bah oui, il y aura un 49.3 sur les retraites. C'est pas terrible. 49.3 sur les retraites, qu'est-ce que ça veut dire, Antonin André? Ça veut dire que ça radicalise un peu plus les oppositions politiques et syndicales? Ça jette encore un peu plus d'huile sur le feu? Alors, ça radicalise les opinions politiques, c'est certain. Que ça puisse avoir un écho sur le plan social, en fait, c'est quand même la grande inconnue de ce mois de janvier. C'est-à-dire que est-ce que la réforme des retraites peut braquer l'opinion au point que, certes, il y a un front uni des syndicats, mais en fait, ce qui compte, c'est est-ce que les manifestants vont être importants, est-ce que les professions vont se mobiliser? Et ça, sur ce plan-là, on en reparlera peut-être plus tard. Bien sûr, dans la deuxième partie de l'émission. Il y a une vraie inconnue. Mais oui, le 49.3 sur les retraites, à mon avis, serait vécu comme une brutalité pour les oppositions. Ça les radicaliserait. Et à l'inverse, les LR, en fait, depuis le début de ce quinquennat, on se dit, après tout, ils ont quand même un certain nombre de cartes pour, malgré leur faible nombre, avoir un poids politique décisif. Et d'ailleurs, s'enorgueillir d'une certaine façon, de dire, eh bien, quand les réformes vont dans le sens de l'intérêt général et de nos électeurs, eh bien, on les soutient, on l'assume, on le revendique d'ailleurs, ce qu'ils ont fait parfois, en revendiquant notamment l'aide à la pompe, le doublement de l'aide à la pompe, c'était une revendication forte qu'ils avaient portée. Donc là, ils ont un terrain qui peut quand même être intéressant parce que l'opinion publique et la vie politique est braquée sur cette réforme. Donc s'ils sont suffisamment habiles pour montrer qu'ils sont capables d'accompagner cette réforme, d'éviter un 49.3 et de dire, eh bien, on joue l'intérêt général. Et oui, un passage en force sur une telle réforme, dans l'état actuel de la société, ça n'est pas souhaitable. Et donc nous l'assumons parce que 68% de nos électeurs y sont favorables. Oui, à ce moment-là, je pense que les LR ont une bonne carte à jouer. Alors évidemment, le revers de la médaille, c'est que si vous vous alignez sur les positions économiques d'Emmanuel Macron, ce qui est en réalité le fond de leur programme, eh bien, vous avez aussi vocation à vous faire absorber. Vous n'avez plus de raison d'être politiquement. Voilà. Donc c'est très compliqué politiquement. Éric Ciotti est un deal maker, comme on dit, donc nul doute qu'il va négocier pied à pied avec Elisabeth Borne. Mais il y a quand même une voie de passage, et ce serait intéressant de voir comment, politiquement, s'il n'y avait pas de 49.3 et donc cet accord avec les LR, de voir comment est-ce que ça pourrait ambiancer, je dirais, la suite du quinquennat. Ça ouvrirait une phase intéressante, je trouve, peut-être, pas à l'allemande, mais je pense aussi que la classe politique a intérêt à un moment donné à sortir de l'opposition systématique, comme on l'a vu beaucoup depuis le début de cette session parlementaire, depuis les législatives, et que les Français sont un peu fatigués et usés. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tous, à un moment donné, quand il y a des réformes constructives et sur lesquelles, sur le fond, on est d'accord, je pense qu'il y a intérêt à dépasser les clivages partisans et à régénérer un peu,
redonner un peu d'espoir à l'opinion publique française. Il y a juste aussi pour le gouvernement de temps en temps l'obligation de lâcher un peu, de comprendre qu'ils font effectivement des concessions, qu'ils vont vers l'opposition, parce que sinon tout le monde, en fait personne ne gagne, il faut que tout le monde gagne. Alors justement là-dessus, Arlette Chabot, est-ce que finalement le gouvernement ne s'illusionne pas un petit peu en nous expliquant, c'est ce qu'on entend dans les couloirs du pouvoir, qu'en lâchant, vous l'avez dit, sur la pénibilité, sur le minimum contributif, etc., sur certains points, en reculant de 65 à 64, finalement, l'opposition de certains syndicats, notamment la CFDT, sera un petit peu moins virulente que prévu, et que la réforme, certes, fera du bruit des oppositions, mais passera quand même. François-Xavier Bourmont. Est-ce que le gouvernement ne se met pas le doigt dans l'œil sur ce point-là ? En jugé par les dernières déclarations de la CFDT, et pas seulement de Laurent Berger, la CFDT s'est totalement déployée sur toutes les antennes et sur tous les médias pour expliquer qu'ils étaient totalement opposés à un quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, et que ce soit 65 ou 64, que l'idée d'un report de départ de l'âge légal, ce serait niette. Donc là, il n'y a absolument rien à attendre de la CFDT. En tout cas, le gouvernement s'illusionne s'il espère avoir une forme d'indulgence de la part de Laurent Berger. En revanche, pour revenir sur l'idée du 49.3 et des LR, là c'est très intéressant parce que pour Éric Ciotti, c'est une monnaie d'échange à très forte valeur ajoutée. Parce que le 49.3, c'est un 49.3 à tiroir. Il n'y en a qu'un. Si le gouvernement le grille sur les retraites, derrière la loi immigration, la loi énergie renouvelable, la réforme de la justice, tout ça, ça sautera dans l'inconnu parce qu'il n'y aura plus cette espèce de joker qui permettra de faire passer ces textes qui sont tout aussi importants. Alors ça peut être quoi je poursuis sur votre idée, ça peut être quoi le deal avec Éric Ciotti ? Une autre gouvernement, un ministère, voire plus si affinité ? Alors ça n'a pas encore filtré ces discussions-là, mais effectivement, il y a l'idée, dès la constitution du gouvernement, après l'élection d'Emmanuel Macron, de faire entrer une personnalité de droite à Matignon. C'était l'hypothèse de Catherine Vautrin, qui avait été rapidement évitée pour se ménager les LR pour la suite du quinquennat. Bon, le scénario n'est pas encore dans l'atmosphère. Peut-être qu'Éric Ciotti va le mettre, mais ça coûte aussi très cher pour lui, ça. Merci pour toutes ces explications. On se quitte quelques instants pour une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après pour les autres dossiers brûlants qui attendent le gouvernement en cette rentrée. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J. On passe au deuxième sujet de notre débat politique. Inflation, hôpitaux au bord de la crise de nerfs, crise salariale, plus quelques textes compliqués à faire passer au Parlement pour le gouvernement. Les énergies renouvelables mardi, puis la loi immigration dans les prochaines semaines. L'hiver s'annonce brûlant pour l'exécutif. Alors justement, une question pour vous, Antonin André. Est-ce que l'exécutif redoute d'ores et déjà une explosion sociale dans les premières semaine de janvier? Alors, il se trouve qu'hier soir, j'étais sur BFM TV et qu'on recevait Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, et on lui a posé cette question en lui disant les Gilets jaunes, vous aviez rien vu venir, les préfets avaient peut-être pas bien joué leur rôle non plus, il n'y avait pas eu ces capteurs d'élus locaux qui vous disent comme ça qu'il y a une colère sourde qui est en train de monter. Roland Lescure, lui, sa réponse était de dire, pour le moment, quand je vais sur les marchés et que je discute avec les gens... Le fameux ressenti du terrain. Voilà, le ressenti du terrain, c'est beaucoup, et d'une certaine façon, c'est guère étonnant, c'est beaucoup, on souffre. Vous nous avez aidés pendant le Covid beaucoup, je pense que les Français en sont conscients quand même d'avoir été protégés mieux que dans d'autres pays européens. Continuez à nous aider parce que c'est difficile. Donc lui avait plutôt cette idée de Français qui souffrent et qui ont un regard vers le gouvernement qui est protégez-nous, aidez-nous. Là où je trouve il y a un vrai sujet d'inquiétude, c'est que vous prenez les boulangers par exemple, on a reçu une boulangère qui a 3 boulangeries, qui depuis 9 mois travaille et ne se verse pas de salaire. Ce sont ses parents qui la font vivre. Et une des raisons de l'explosion de colère des Gilets jaunes, c'était on ne veut pas vivre des aides, on veut vivre de notre travail, avec ce sentiment de déclassement. Et c'est pour ça que je déconnecte totalement ça des retraites. Pour moi, c'est pas le même sujet. Le sujet, c'est l'inflation, c'est les hausses du prix de l'énergie, et c'est la façon dont le déclassement est en train de prendre le toboggan en France, et où on voit des artisans, des gens qui travaillent, mais qui ne vivent plus, qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Et ça... je pense que quand on entend les vœux d'Emmanuel Macron qui dit « travail à 12 reprises », qui dit « il va falloir travailler, il va falloir travailler, il va falloir travailler », bon, j'exagère un peu comme si on était des feignants. Les gens qui l'écoutent disent « mais on travaille, mais on n'arrive pas à vivre de notre travail. » Et ça, ce facteur-là, je ne suis pas sûr que le gouvernement l'ait bien estimé. On voit qu'il vient à la rescousse des boulangers, mais je pense que le vrai danger, il est là. Alors, c'est vrai que le gouvernement, on sent qu'il redoute tout de même une explosion sociale, mais
qu'il ne sait pas quel est le baril de poudre qui va s'enflammer en premier entre l'inflation, la question salariale, vous le disiez Antonin, l'hôpital public, les retraites. Est-ce que vous confirmez cette crainte, mais une indécision finalement sur le lieu de la crise? Mais cette crainte, effectivement, elle existe, et c'est même une obsession, et elle existe depuis les Gilets jaunes, en fait. Antonin le rappelait, il n'avait pas vu venir ce mouvement social, et depuis ce moment-là, depuis l'explosion des Gilets jaunes, il y a l'inquiétude au sein du gouvernement de est-ce que ça va péter quelque part, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, d'où, depuis les Gilets jaunes, la multiplication des conventions citoyennes, du grand débat national, des consultations, du Conseil national de la refondation, enfin toutes ces instances qui sont censées... De démocratie participative. Voilà. Oui, mais sauf François-Xavier que les gens qui sont dans ces instances-là, ce ne sont pas les gens qui sont sur les ronds-points, ce ne sont pas les artisans boulangers. En fait, ça, c'est des machins avec des représentants et des gens qui veulent s'engager dans le débat public. Disposés à débattre. Voilà, mais ce n'est pas les gens qui triment le matin de 6h et qui se couchent à 20h. Ils n'ont pas le temps, eux, d'aller au CNR. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. En revanche, que l'exécutif s'est doté de ces outils qui sont efficaces ou pas, mais des outils pour essayer de capter un départ de feu. Voilà, parce que, et on voit bien, même l'été dernier, il y a eu des chèques qui ont été distribués à tout va. Enfin, depuis la réélection des Macron, les chèques sont distribués à tout va pour éteindre les départs de feu. C'est éteint au Canadair, il y a des aides dans tous les sens. Donc oui, l'inquiétude, elle existe. Ils savent pas d'où ça peut partir. Et d'ailleurs, alors je vous cite un préfet qui me confiait très récemment, on ne sait pas quelle sera la flamèche, sous-entendu, celle qui mettra le feu aux poudres. Ça confirme bien ce que vous dites. Mais c'est ça. Mais jusqu'à présent, on avait toujours cette espèce de rendez-vous régulier qui était celui de la rentrée sociale, qui était toujours promis comme explosive. Maintenant, on a l'hiver social, pourquoi pas en attendant le printemps social, les grandes vacances sociales. Enfin, tout ça dit quand même qu'il y a un terreau de contestation, d'inquiétude, et que effectivement l'exécutif a l'air désemparé face à ce pays qu'il ne comprend plus. Qu'il ne peut plus prévoir. En même temps, on entend certains ministres dire, vous savez, on a enchaîné les crises depuis plusieurs années, le Covid, les suites et les conséquences de la guerre en Ukraine, les pénuries d'électricité qui certes semblent s'éloigner, l'inflation, etc. Et que finalement le pays est un petit peu assommé et résilient, ce fameux mot très à la mode, et qu'il ne sera pas forcément disposé à descendre dans la rue et à bloquer les transports, les entreprises, le travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Arlette Chabot? Il y a deux choses, c'est-à-dire descendre dans la rue comme le propose Jean-Luc Mélenchon ou comme les syndicats... Qui a fait un four, il faut le rappeler, en septembre avec sa marche sociale. Ça marche, mais ça marche contre la vie chère. On s'était dit, il va mobiliser là-dessus. Il n'a pas mobilisé, parce que je pense que les Français en ont marre du descendez, on connaît les parcours par cœur, c'est les mêmes. Quel est l'intérêt de défiler sous la pluie entre Nation et Bastille, même si vous changez le parcours, et vous savez pareil en France, Marseille, Lille, ça ne rapporte rien en plus, il y a zéro efficacité. Si on revient au mouvement des Gilets jaunes, il y a eu quand même derrière des gains, c'est-à-dire que le gouvernement a mis du temps à comprendre, mais on a mis de l'argent sur la table, ça a coûté cher. Et depuis, on voit bien que dès que ça s'enflamme un tout petit peu, le gouvernement réagit. Et je trouve que là, quand même, cette année, les boulangers, ils ont compris que l'importance, la symbolique des boulangers. Les boulangers qui vont fermer, seul commerce partout, on l'a dit, voilà. Qui viennent d'être classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, enfin la baguette. Le président de la République le rappelle, le ministre de l'économie Bruno Le Maire dit comment, le patrimoine, on va pas lâcher la baguette quand même. Bon, donc c'est très important, et en plus en termes d'influence, on parle beaucoup de la visite chez le médecin, on parle aux médecins, on parle aussi chez les boulangers. Et donc je crois qu'ils reçoivent chaque jour autant que la SNCF ne transporte de voyageurs. C'est considérable, ça fait à peu près 12 millions de Français. C'est énorme tous les jours. Donc, il y a urgence. Et là, c'est vrai qu'on voit bien quand même qu'il y a une efficacité. On va voir si ça marche, si les dispositifs un peu compliqués le sont moins finalement, et que les boulangers suivent. Voilà. Mais ils ont raison d'essayer d'éteindre des incendies très vite, sachant que eux ne savent pas, mais nous non plus. D'où pourrait venir effectivement le feu. Et je crois, je reviens à ce que disait Antonin, je pense qu'il a tout à fait raison. Le vrai problème, c'est celui du « je travaille et je n'y arrive pas ». Ce qu'ont mis sur la place effectivement les Gilets jaunes, et ça continue aujourd'hui. Et si le président de la République, dans ses vœux, parle à 12 reprises du travail, il ne parle jamais des salaires. Pas une seule fois. Voilà, il n'évoque le problème des salaires, des rémunérations. Or, il faut motiver. On va voir comment, la fin de cette semaine, en présentant ses vœux aux soignants en général, qu'est-ce qu'il va dire ? Il faut rendre le métier attractif. Ah bon ? Attractif comment ? C'est vrai. Et là, c'est un problème plus grave encore, je pense, pour les soignants.
parce que c'était le problème qui était déjà pendant tout le quinquennat précédent et qui n'a pas été réglé. Non, mais c'est exact. La politique du chèque, on le voit, ne résout pas forcément les choses, parce que les 19 milliards qui ont été accordés dans le cadre du Ségur de la santé à l'hôpital public, eh bien, Patrick Pelloux, l'urgentiste en chef, nous explique que ça n'a rien résolu. Ça veut dire que même le chèque, quand on est en année, ça ne marche plus. Moi, je ne veux pas accabler Emmanuel Macron et son gouvernement, parce que d'une certaine façon, quand même, ils ont bien géré la crise Covid. D'une certaine façon, effectivement, ils sont soucieux aujourd'hui d'apporter des solutions très concrètes. Donc, je pense qu'ils n'ont pas tout faux et qu'ils essayent de bien faire les choses. Mais pour boucler avec le dossier des retraites, je pense qu'Emmanuel Macron a fait une erreur majeure. C'est de considérer que la retraite et la réforme des retraites était une priorité. Alors que la priorité aujourd'hui pour les Français, pour ceux qui travaillent et qui ne touchent pas de salaire, c'est l'hôpital, c'est l'école. Que n'a-t-il fait depuis 6 ans ? On découvre aujourd'hui l'hôpital, je ne sais pas si vous avez été confronté à l'hôpital, moi j'ai été confronté là récemment avec des proches à moi à l'hôpital, mais c'est une horreur, mais c'est pire qu'il y a 5 ans. Et en fait, ils nous parlent de bâtir l'hôpital, de bâtir l'école, mais ce sont des services publics qui s'effondrent depuis 6 ans et sur lesquels il ne fait rien. Alors l'école, il y a quand même eu, souvenez-vous, la fameuse réforme des dédoublements des cases de CP. Papendiaï nous indique qu'à la rentrée prochaine, il n'y aura pas assez de professeurs. La crise des vocations, elle est profonde. Le malaise à l'éducation nationale, il est profond. L'hôpital qui est en train de s'effondrer, mais bon Dieu de bois, mais enfin vous vous rendez compte ? On a l'impression qu'on est dans un pays, pardon, mais je veux dire, on est revenu dans les années, je sais pas moi, 70, enfin c'est terrifiant. Et je pense que Emmanuel Macron, plutôt que de s'attaquer aux retraites, s'il avait été le président qui a remis sur pied l'école et remis sur pied l'hôpital. Un grand plan Marshall pour les services publics. Je fais un quinquennat où on va tout remettre à plat. La gestion des hôpitaux, on va la confier aux médecins, les administratifs, il y en a trop. On va rationaliser l'organisation. On va faire en sorte qu'il y ait un accès aux médecins plus facile dans les campagnes avec des maisons de santé qu'on va systématiser avec, je sais pas, un grand plan de déploiement en fonction des bassins d'habitants. Et ben, on va faire des maisons de santé pour prendre le relais de l'hôpital. L'urgence, elle est là, bon Dieu. Et l'avenir, il est là. Et les retraites pouvaient attendre. Et je pense qu'il aurait gagné à faire ça. Il aurait sauvé son quinquennat à faire ça. François-Xavier Bourmois, est-ce qu'on a là l'illustration finalement du fameux déficit de perception du pays, de flair dont la Macronie est accusée finalement depuis 2017, d'être coupée du terrain, coupée des territoires, coupée du pays. Et complètement, et pour appuyer ce que disait Antonin, il faut quand même rappeler que la santé et l'éducation sont les deux priorités érigées par priorité du quinquennat par Emmanuel Macron après sa réélection. Donc il y a quelque chose de totalement stupéfiant, on va sans doute en parler puisqu'on va parler des jeux après, dans cette dispersion du président de la République tout azimut, sans qu'il réussisse vraiment à donner l'impression qu'il s'occupe d'un sujet plus que d'un autre. Mais effectivement, se rappeler que lui, après avoir été réélu, a mis la santé et l'école priorité de son deuxième quinquennat, et de voir aujourd'hui que ces deux systèmes sont en voie d'effondrement, c'est le signe d'une déconnexion sans doute complète. Mais pardon, c'était déjà des priorités du premier. C'est vrai. Donc voilà, il faut remettre sur la table. C'est priorité aujourd'hui, mais c'était quand même aussi prioritaire. L'éducation, le quinquennat de Jean-Michel Blanquer quand même. Et dans quel état ? Le premier quinquennat, c'était plutôt le chômage. Chômage, bon, ok, mais quand la même, libération et l'émancipation par le travail. Alors, le travail, mais franchement, l'hôpital, très vite, les manifestations étaient là. Les urgentistes étaient déjà dans la rue au début, donc ça devait être. Et il a mis du temps à réagir. Quand on regarde aujourd'hui la gestion du Covid, avec un rapport qui n'est pas vraiment officiel, mais par des inspecteurs des affaires sociales, etc., sur la gestion, mais pardon de le dire, quel foutoir! Et est-ce que après cette épidémie qui finalement a été reprise en main et plutôt bien gérée au bout du compte, il y a des transformations? On a dit, mais on va modifier le ministère de la Santé, c'est pas possible, la cellule de crise qui parle pas, la cellule d'urgence de l'autre. Donc, il n'y a aucune leçon n'a été tirée de cette gestion. Le directeur général de la Santé est toujours là. À chaque fois, on nous dit, il va partir, il veut partir. Mais je ne l'accable pas, mais on n'a pas tiré des enseignements. Et, pardon, mais notre ministre de la Santé a été quand même le premier à constater tous les défauts du système. C'est la raison pour laquelle il est nommé ministre. Puisqu'il est lui-même, il faut le rappeler, médecin généraliste. Urgentiste. Et aujourd'hui, celui qui lui a succédé à la tête de son mouvement, il constate les mêmes dégâts, quoi. Donc c'est terrible. Alors pourquoi est-ce que le président s'entête sur cette réforme-là plutôt que de traiter ces urgences de service public que vous évoquez ? On a l'impression qu'il y a presque une dimension d'ego, ou du moins de démonstration. Le président Macron, il veut apporter la preuve qu'il est toujours le président réformateur qu'il était en 2017, en dépit de cette Assemblée nationale complètement bloquée.
Déjà, s'il ne réussit pas à faire la réforme des retraites, Emmanuel Macron sera le premier président de la République à ne pas avoir à toucher au système. Donc il y a peut-être partie un peu, oui, effectivement, d'ego dans cette question, mais il est sans doute aussi dans l'élan de sa grande réforme systémique lancée après son élection en 2017, où il ne devait pas réparer l'usine à gaz, il devait la changer. Alors là, aujourd'hui, on est revenu à des rafistolages, des rustines, tout ça. Mais sur ce que disait Arlette, il y a un mot qui résume très bien tout ça, qu'Emmanuel Macron utilisait en 2017 et qui réutilise dans ses vœux, corporatisme. C'est contre ça. C'est pour lutter contre les corporatismes qu'il a été élu, puis réélu. Il n'y arrive pas. Voilà, je vais me risquer à une théorie parce que je suis comme vous, je suis un peu étonné par... je trouve qu'Emmanuel Macron, en fait, et c'est vrai on va revenir à des choses qu'on disait il y a longtemps, mais Emmanuel Macron, il a peu d'expérience politique, il a peu d'expérience du pays réel. Même, là, il en a quand il est élu, il a peu d'expérience politique, il a peu d'expérience du pays réel. En réalité, quand vous voyez les autres présidents, ils ont été élus locaux, ils ont eu un parcours, ils ont sillonné le pays, ils connaissent la réalité de l'hôpital, ils ont une espèce d'imprégnation du pays et de la réalité de ce que vivent les Français sur des années et des années. Emmanuel Macron, il a une vision de la réforme et de la gestion de l'État qui est très théorique, qui est très technocratique. Et d'une certaine façon, il n'a pas la notion concrète, les mains dans le cambouis de ce que sont les réalités aujourd'hui de l'école ou de l'hôpital. Et oui, le mot déconnexion, je trouve, compte un peu. Et je pense que c'est une dimension qui lui manque dans l'appréhension des réalités, des urgences, et il parle de corporatisme, il parle de résistance parce qu'il a cette espèce d'obsession des lourdeurs de l'État, parce que quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, ça le rendait fou de devoir appeler les ministères, les administrations pour faire appliquer les réformes. Mais en fait, c'est pas des claquements de doigts, c'est des réalités qu'il faut appréhender, qui sont souvent complexes et auxquelles il faut accepter de se frotter, de prendre le temps, et non pas de créer des machins comme le CNR ou bien ce qu'on avait vu sur l'environnement qui en fait a dit n'a servi à rien sauf à amuser tout le monde. Je pense qu'il a une vision théorique de la gestion de l'État et de la politique en général, et que cette vision théorique, elle n'est pas du tout en phase avec la réalité. Il manque de travaux pratiques. Voilà. Alors, exemple de cette déconnexion, on a souvent cité le mouvement des Gilets jaunes de 2018. Et puis, cerise sur le gâteau de toutes ces crises qu'on évoque, c'est le retour de ces Gilets jaunes. Samedi, Arlette Chabot, est-ce que, à votre avis, le mouvement peut renaître de ses cendres ? On a quand même le sentiment, même si les leaders sont dispersés à droite et à gauche, je crois qu'il y en a un qui est parti même faire le tour de France en camping-car. Non, c'est bien, on est content pour lui. Est-ce qu'ils peuvent revenir ? Est-ce qu'ils peuvent occuper à nouveau le haut du pavé et faire l'actualité ? Ou est-ce que vous n'y croyez pas, compte tenu de l'empilement de crise sociale à laquelle on assiste ? Après vous avoir dit qu'on ne sait pas, et que le gouvernement ne sait pas, et que nous non plus, on ne sait pas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a, effectivement, tous les instituts de sondage disent la même chose, tous les sondeurs disent la même chose, il y a 36% de Français qui se disent en colère, il y a à peu près 30% de Français qui sont pas contents. Bon, ça, vous savez, c'est comme quand vous faites mijoter un plat. Ça fait ça, et puis après, soit vous réussissez, soit il ne se passe rien, parce que finalement, le truc, ou il est trop cuit, ou il n'est pas assez cuit, ou ça marche pas. Donc on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la réaction. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, on disait tout à l'heure, les Français n'ont pas envie, je pense, d'obéir à des mots d'ordre. Voilà, défiler tel jour, à telle heure, à tel endroit. On voit même les médecins généralistes. On parle de la SNCF, où il y a effectivement un mouvement, une coordination. C'est pas nouveau, mais elle y revient, cette tendance revient. Les médecins généralistes, eux-mêmes, tout seuls, dans une espèce de coordination aussi, ils disent on arrête de travailler une semaine, tiens, on prolonge une deuxième semaine. Donc tout ça échappe. Donc comment ça peut s'exprimer, cette colère, ce mécontentement, cette inquiétude aussi quand même, cette inquiétude. Et moi je trouve, si on revient à Emmanuel Macron, effectivement il ne faut pas l'accabler, il a hérité, mais il est dans un deuxième mandat. Donc forcément on va le renvoyer à ses promesses d'il y a 5 ans, 6 ans, on va le renvoyer à ses objectifs, à ses ambitions, et on se demande aussi qu'a-t-il appris. Donc, il faut qu'il apprenne à parler quand même aux Français. Et ça, je pense qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive toujours pas. Il n'y arrive toujours pas. Il n'y a pas qu'aux Français d'ailleurs. Hein. Quand il parle aussi sur le plan international, il n'est pas compris non plus par les autres. Donc, on l'a vu sur l'Ukraine. C'est vraiment sur l'Ukraine. C'est vraiment un sujet, mais c'est une vraie interrogation. Ça peut être intelligent, ce qu'il dit. Sur le fond, il peut avoir raison, mais quand on n'est pas compris par les autres, c'est un souci. François-Xavier Bourmont. Oui, puis le terme gilet jaune est trompeur. Ça donne l'impression d'un mouvement structuré, d'un bouton sur lequel on appuierait pour mettre tout le monde sur les ronds-points. En réalité, non, c'était une éruption. Une éruption. Bon, on va utiliser un terme un peu fort, mais les gilets jaunes, c'était une jacquerie. Si on se pose la question avec ce mot-là aujourd'hui, on comprend est-ce qu'une jacquerie est possible ? Oui.
Alors, ce qui est inquiétant, et on l'a vu dans le cadre du récent conflit à la SNCF, la fameuse grève de Noël, la grève qui a perturbé les vacances de nombreux Français, c'est qu'on avait des grévistes qui n'appartenaient pas aux syndicats et qui avaient créé leur propre collectif. Il y avait une forme de gilet jaunisation finalement des salariés et des syndicats qui étaient totalement à l'écart. Et quand la discussion et les syndicats débattaient, la grève continuait. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant justement là encore pour l'exécutif, un mouvement totalement immaîtrisable? C'est surtout inquiétant pour les syndicats, parce que c'est-à-dire que les syndicats aujourd'hui, ils représentent plus grand monde. Et d'ailleurs, ils représentent plus grand monde. Pourquoi ? Parce que ça fait 15 ans que le pouvoir exécutif leur marche dessus, en considérant que les corps intermédiaires et les syndicats en particulier n'étaient pas des interlocuteurs. Donc qu'est-ce que font les patrons ? Ils leur marchent dessus aussi en considérant que c'est pas des interlocuteurs. Donc qu'est-ce que font les salariés ? Ils leur marchent dessus en considérant que ce ne sont pas des défenseurs. Donc tout le monde se marche dessus. Donc ça, c'est plutôt révélateur, je pense, de syndicats qui aujourd'hui sont un peu dépassés par leur base, mais c'est vraiment, je pense, le problème des syndicats. Pour en revenir à cette idée de gilet jaune, moi j'ai le sentiment, mais encore une fois, je suis comme Arlette, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce qu'on ressent, c'est une grande résignation et une grande déprime des Français. Et il y avait eu d'ailleurs une enquête qui a été faite sur la flemme et sur la fatigue des Français après le Covid, après la guerre en Ukraine. Je ne suis pas sûr que le temps soit à la colère. Mais c'est le arrêt du gouvernement. Oui, mais une forme d'apathie. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit une meilleure nouvelle, parce que la colère, ça exprime quelque chose, ça oblige à dialoguer, ça oblige à se remettre en question. Là, j'ai l'impression d'une espèce d'apathie généralisée de Français qui sont un peu assommés et déprimés. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle non plus. C'est-à-dire que parfois, l'opposition, le débat, la confrontation, même un peu violente, peut avoir des vertus parce qu'elle force le gouvernement à bouger. Là, les Français ont l'impression qu'ils sont complètement assommés. Et je ne suis pas sûr du tout, moi, que la colère éclate au mois de janvier. Donc des lendemains qui ne chantent pas forcément, on se retrouve très très vite, merci pour ces explications, après une petite page de publicité et on revient sur les vœux d'Emmanuel Macron et sa bourde sur le climat qui a créé une gigantesque polémique. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Vous êtes toujours sur Radio J, on revient pour la dernière partie de cette émission sur les vœux du président de la République, c'était samedi, et sur la polémique qu'il a créée en parlant d'un réchauffement climatique qui était imprévisible, ce qui est quand même plutôt surprenant du point de vue des scientifiques. On l'écoute tout de suite. Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure il y a un an. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ? Alors, des déclarations qui ont évidemment choqué beaucoup de scientifiques qui sont émus de la légèreté du président sur cette question. Alors, on se demande bien ce qui s'est passé. Je me tourne vers vous, François-Xavier Bourmeau. Comment le président et ses conseillers qui relisent les discours du patron maintes et maintes fois ont-ils pu laisser passer cela, alors même que le président en a fait quand même, on peut le dire, des tonnes sur l'écologie lors de son premier mandat et surtout lors de sa campagne. On va remettre un petit peu de contexte sur cette bourde sur le climat. Je vais vous faire la liste des thèmes qui ont été abordés dans les vœux d'Emmanuel Macron. Vous m'arrêtez quand vous voulez parce que c'est assez long. Alors on a l'Ukraine, l'énergie, l'inflation, le chômage, l'industrie, l'Europe, le climat, l'évasion fiscale, le numérique, le Covid, les retraites, l'assurance chômage, l'immigration, la biodiversité, l'éducation, la santé, le Conseil national de la refondation, la fiscalité, service national universel, l'Iran, Notre-Dame de Paris, les Jeux olympiques, les institutions, enfin bref, 26 sujets. 45 secondes par un inventaire à la Prévert ou à la Macron ? Voilà, plutôt à la Macron. Et dans ce gloubi-boulga se glisse une bourde sur le climat, qu'elle n'ait pas été relue, corrigée ou qu'elle soit assumée. C'est difficile de le savoir. Le texte qui a été envoyé ensuite, la retranscription des vœux d'Emmanuel Macron, comprend la phrase mot pour mot écrite noir sur blanc. Donc, est-ce que c'est une bourde parce que des notes de conseillers se sont empilées, qu'il y a eu une compilation de ceci, de cela, qu'il essayait de faire du style Bon, en tout cas, ça reflète quelque chose que l'on ressent depuis sa première élection en 2017, qui est qu'Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un de naturellement sensibilisé aux questions climatiques. Que ça fasse telle polémique, c'est pas étonnant parce que ça vient faire résonner cette idée-là, comme si ça révélait quelque chose dont tout le monde se doutait bien. En fait. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, en fait, n'a pas grand-chose à faire de l'environnement et de l'écologie, c'est ce que vous nous dites. Pas le premier écologiste de la planète. Vous êtes d'accord, Antonin André ? Alors moi, je vais vous dire, je pense qu'il n'en a rien à faire. Et je pense que les gens de l'Élysée n'en ont rien à faire. Et quand même, attendez, il y a quand même une campagne. Je vais vous rappeler. Il y a quand même un discours de campagne à Marseille. David, qui a dit
Le 7 novembre, le climat ne saurait être la variable d'ajustement de la guerre lancée par la Russie sur le sol ukrainien. Bonne question. À la COP27, au Caire. Emmanuel Macron. Voilà. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Emmanuel Macron a une vision théorique du climat. Il en parle parce qu'il faut en parler. C'est une priorité, donc il en fait une priorité. Case parce qu'il faut la cocher. Mais enfin, quand on dit qu'il en a fait pendant son premier quinquennat, rappelez-vous Nicolas Hulot. Enfin, il s'est barré le 28 août en disant « j'en ai ras-le-bol de me mentir à moi-même ». Il se faisait marcher dessus sur tous les sujets écologiques. En réalité, Emmanuel Macron n'a rien fait sur l'écologie pendant son premier quinquennat. Et ça ne l'intéresse pas. Ça n'est pas dans son logiciel. Lui, c'est un libéral, c'est un type qui aime réformer l'économie. C'est quelqu'un qui pense que réformer l'économie, créer la richesse, créer du travail, c'est ça qui va résoudre tous les problèmes. L'écologie, l'État français a été condamné pour inaction climatique, toujours pendant le premier quinquennat. Donc, si vous voulez, l'écologie, c'est un affichage qui est nécessaire parce qu'il a compris qu'aujourd'hui, il fallait avoir cet affichage-là parce que l'époque le voulait, parce que c'était à la mode, parce qu'il faut parler à un jeune électorat. Mais en réalité, si on regarde son bilan et la façon dont il le considère à travers cette impensée de ce discours des vœux, moi je vais vous dire, à l'Élysée, je suis sûr que ça n'a choqué personne cette phrase. Tout le monde a trouvé que c'était une phrase. C'est passé comme une lettre à la poste. Exactement. Et donc pour vous, ce n'est pas une bourde, ce n'est pas assumé, mais c'est tout simplement l'expression de cette impensée. De son impensée. Vous êtes d'accord, Arlette Chabot ? Je pense que c'est pas sa préoccupation. Surtout, ce qui m'étonne, c'est l'architecture, parce que le grand discours, le grand hymne, la planification écologique, c'était entre les deux tours. C'était un truc un peu grosse ficelle pour attirer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, pour ceux qui auraient oublié la séquence électorale. Le meeting de Marseille où il reprenait le concept cher à l'insoumis en chef. Alors, moi, j'entends Elisabeth Borne qui dit « je suis là pour faire des réformes, je suis en charge de la transformation climatique, etc. » Elle leur dit c'est sa priorité. Mais vous avez vu l'usine à gaz en dessous ? Personne ne comprend. Vous savez qui est Christophe Béchu, vous ? Oui, alors, j'allais dire justement... J'ai entendu parler de ce monsieur. Voilà, il est le grand chef d'un immense ministère dans lequel, effectivement, on doit travailler sur la transition climatique. Et moi, ce que je trouve très symbolique et très intéressant, c'est qu'il y en a un qui s'en préoccupe et qui en parle. Il s'appelle Bruno Le Maire. C'est pas celui qu'on attendait sur ce sujet en premier. Mais il annonce même aujourd'hui sa grande priorité pour 2023, c'est un projet de loi industrie verte. Industrie verte. Il l'a annoncé ce matin. Il a annoncé ce matin. C'est quand même incroyable. Et il dit, la transformation, l'énergie, transformation industrielle, on relocalise, on produit vert, etc. C'est quand même très intéressant de voir que c'est lui qui s'en empare. Alors, pardon, je fais un peu de spéculation, mais on disait tout à l'heure que la guerre de succession était quasiment ouverte. On sait bien que Bruno Le Maire est un des participants. Antonin André nous disait à l'instant qu'il fallait cocher la case de l'environnement et de l'écologie pour être crédible politiquement. Est-ce que c'est pas en train de ce que Bruno Le Maire n'est pas en train de se préparer très clairement avec cet outil industrie verte pour 2027? Alors peut-être qu'il se prépare. C'est un peu mesquin tout de suite ce que vous faites, David, dans ce début d'année, d'imaginer la succession évidemment d'Emmanuel Macron. Mais il pense aussi à ce qui existe en Allemagne. Le ministre de l'économie, il est en charge de la transition et écologique et c'est vrai climatique. Je trouve que c'est très intéressant. Et le fait que Bruno Le Maire s'en saisisse est aussi intéressant. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, bizarrement, ça revient à Bercy. C'est le premier à en parler en ce début d'année avec des choses concrètes. Sur la table. Et puis alors, juste une petite insiste, parce qu'on parle beaucoup de l'exécutif. Vous avez entendu le grand discours du 1er janvier des écolos pour nous expliquer à quel point, dans le monde dangereux dans lequel nous vivons, avec des transformations énergétiques, etc., eux, ils ont un plan formidable. Moi, j'ai rien entendu. C'est vrai que les écologistes, qui auraient dû capter, finalement, au premier chef, la préoccupation générale pour la protection de l'environnement, n'y arrivent pas du tout et sont totalement absents de ce débat. Ils s'illustrent juste par les polémiques, jusqu'ici, entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. François-Xavier Bourmeau, vous êtes d'accord avec nos amis et camarades qui nous expliquent que bilan écologique de Macron égale année zéro? Je voulais juste apporter une précision sur effectivement, Bruno Le Maire qui parle de l'industrie verte. Il n'est pas le seul à se positionner sur l'environnement il s'agit d'aller vers la perspective de 2027. Je signale au passage que François Bayrou a publié récemment via le commissariat au plan une note très intéressante sur la géothermie. Très intéressant, vous nous rassurez. Ça veut dire qu'il est toujours dans la course. Ce qui est rassurant, c'est que le commissariat au plan donc produit des choses. Voilà, d'accord. C'est une information. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec nos amis qui mettent quand même un zéro pointé ou pas loin à Emmanuel Macron depuis 2017 dans la colonne actif de son bilan écologique?
Oui, en fait, j'ai une image en tête, c'est la Convention citoyenne sur le climat. Qui a quand même été une réalisation du premier quinquennat. Une réalisation qui a débouché sur quoi? Non, mais voilà, c'était très bien mis en scène. Et j'ai cette image en tête de Emmanuel Macron et Édouard Philippe débouchant dans les jardins de l'Élysée en passant à travers les arbres, et cette image de verdure, tout ça. Mais derrière, ça a débouché sur pas grand-chose, si ce n'est quelques déclarations furibardes de participants à la sortie, estimant qu'aucune de leurs propositions n'avait été retenue, alors qu'Emmanuel Macron avait assuré dans son discours qu'il s'engageait à en reprendre 100%, si je me souviens bien. Non, il en avait écarté 3 sur les... Oui. Voilà, 3. Sans joker, avait-il dit de mémoire initialement. En fait, il a effectivement utilisé 3 jokers. Voilà. Le grand problème de l'écologie... Si on parle d'écologie, de transition énergétique, c'est un peu comme quand on parle de nucléaire. C'est-à-dire que dans les années 70, 80, il y avait une continuité, il y avait une vision stratégique qui était consensuelle, qui était partagée par tous les gouvernants, quel que soit leur bord politique, parce que c'était un enjeu stratégique. Et donc, il y avait une espèce de continuité et de vision de long terme. L'écologie et la transition énergétique, ça exige exactement la même planification. C'est-à-dire, il faut du long terme, il faut du consensus, et donc il faut avoir une vision, il faut la faire partager par différents partenaires politiques, il faut convaincre tout le monde que c'est un intérêt commun et que rationnellement, on s'engage dans cette voie et que c'est pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, 4 champs d'éoliennes par-ci par-là qui vont faire érupter des élus locaux. C'est une stratégie de très long terme. Donc en réalité, si on veut se saisir de ce sujet-là, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et Emmanuel Macron ne l'a pas fait. Je lui jette pas la pierre à lui tout seul parce que les autres partis politiques sont aussi dans cette espèce d'instrumentalisation politique de l'écologie. Mais tout ça est très malheureux. C'est comme sur l'hôpital, c'est comme sur l'éducation. C'est des enjeux qui sont tellement colossaux, stratégiques et de long terme que tant qu'on les prendra par le bout partisan de la petite phrase ou électoraliste, on va continuer de sombrer. Et puis c'est tout. Mais peut-être que tout simplement, Emmanuel Macron a compris que c'était pas la France à elle toute seule qui allait décarboner la planète. Et que ce parti pris, sans la Chine par exemple, c'est impossible d'envisager lutter contre le réchauffement climatique. La France toute seule, qu'est-ce qu'elle peut faire à part donner l'exemple et se dire qu'elle se pose en... Elle a brûlé plus de gaz en 2022 qu'elle ne l'a jamais fait ces dernières années. Donc il y a quand même une question sur le nucléaire qui a été laissé complètement à l'abandon sans aucune stratégie. Les éoliennes, c'est pareil. Si vous voulez, moi ça fait 10 ans que j'entends parler des éoliennes. Les éoliennes, elles ont produit 30% de notre électricité là, grâce au vent du week-end dernier. Donc arrêtons de vouloir faire plaisir à monsieur Brichemu, maire de Brignoles, parce qu'il est de mon parti et qu'il n'aime pas les éoliennes. En fait, il y a des enjeux qui dépassent ces enjeux locaux-là. Mettons-nous d'accord sur qu'est-ce que c'est que le bon mix énergétique. Faisons une conférence, je sais pas moi, entre différents partis, des experts, et mettons-nous d'accord sur un mix énergétique qui tienne la route et qui soit un plan sur 20 ou 30 ans, et puis mettons-le en œuvre. C'est vrai qu'on a sans attendre la Chine, si vous voulez, parce que c'est pas seulement la Chine, le réchauffement climatique, c'est aussi notre affaire à nous. C'est aussi notre affaire à nous, et c'est aussi parce que c'est des emplois, c'est une bascule économique et industrielle. C'est pour ça que Bruno Le Maire s'en saisit. Donc c'est aussi une question d'emploi, une question d'orientation de l'économie. Enfin, ça touche à 1000 aspects de notre vie. Emmanuel Macron, il a quand même fait un virage sur le nucléaire qui lui a été beaucoup reproché par les oppositions, mais aussi par ses amis. Je pense notamment à Nicolas Sarkozy. Très clairement, d'anti-nucléariste, pour résumer, il s'est rendu à l'évidence et par la force des choses et la force des événements, il s'est reconverti. On l'a dit. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher cela? On ne peut pas lui reprocher. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir assumé de dire aux Français la situation a changé, je change. Voilà, j'avais dit oui, encore 12 réacteurs qui vont fermer, 24, je sais plus combien, et maintenant je change parce que la situation a changé et on est obligé de faire autrement. Il y a jamais, c'est une réflexion nationale. Après, Antonin dit sur tous les sujets, il faut se rassembler. Oui, on pourrait même imaginer un dépassement politique avec les meilleurs de droite et les meilleurs de gauche. Ça s'appelle le macronisme. Ça s'appelle le macronisme. Il faut l'inventer. Mais vous, Arlette, soyez pas désobligeants. Mais vous qui avez beaucoup de recul. Moi, je suis né en 74, donc voilà, je me rappelle l'élection de Mitterrand en 81, mais il y avait quand même des sujets industriels de long terme, des sujets stratégiques sur lesquels il y avait une forme de consensus, en tout cas dans les partis de gouvernement, pour assumer une stratégie de long terme. Est-ce que ça, on l'a totalement perdu? Et si on l'a totalement perdu, c'est quand même très angoissant pour l'avenir. Sauf que les partis de gouvernement, vous voyez dans quel état ils sont. C'est-à-dire, je parlais des Verts, mais il y a plus de possibilité, je pense, de créer ce consensus avec les LR. Alors justement, on a un cas pratique. C'est compliqué. On a un cas pratique qui va se présenter à nous dès la semaine prochaine, dès mardi. C'est bien sûr le vote de la loi ENR, la fameuse loi énergie renouvelable à l'Assemblée nationale. Et dans cette perspective, les voix de la gauche
raisonnables, entre guillemets, c'est-à-dire hors insoumis, les voix du Parti socialiste et les voix bien sûr des écologistes sont attendues. Il est quand même, de la même manière tout à l'heure nous le disions, il est compliqué pour les LR de refuser une réforme des retraites qu'ils ont toujours appelée de leur vœu, ça va être aussi compliqué pour les écologistes de ne pas voter ou, à minima, de ne pas s'abstenir contre ce texte. Le problème, c'est que le vote intervient le jour même de la présentation de la réforme des retraites. François-Xavier Bourmeau. Je suis pas persuadé, à titre personnel, qu'il y ait grand-chose à attendre de la part d'Emmanuel Macron de la NUPES. Tout ce monde-là est embarqué dans le même bateau et je vois vraiment pas comment ils peuvent lui faire un cadeau. Autant avec les Républicains, il y a moyen de négocier, de se mettre d'accord. Mais l'opposition est telle du côté de la NUPES que soutenir un projet de loi, fût-ce sur les énergies renouvelables, de la part des membres de la NUPES, faire un cadeau à Emmanuel Macron, c'est-à-dire voter pour lui ou s'abstenir, je ne les vois pas faire ce geste-là. Pas de cadeau à Emmanuel Macron, des lendemains qui déchantent. Vous nous annoncez donc un mois de janvier et des mois d'hiver compliqués. On va bien sûr chroniquer cette situation politique tous les mercredis et dès mercredi prochain 21h. On se retrouve pour une nouvelle édition de Ça reste entre nous en compagnie des meilleurs décrypteurs. Et puis d'ici là, bien sûr, discrétion et chut, tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Silence pour la France! Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous.